avions choisi avec le musée, c'était transhumanisme, l'homme augmenté et l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, nous allons plus parler, je crois, de l'homme augmenté. Peut-être à la fin, vous allez quand même nous parler de Nietzsche. Peut-être, je dirais un mot en conclusion. Qu'est-ce que Nietzsche peut-être aurait dit maintenant? J'en dirai un mot. Vous en direz un mot. Mais écoutez, je crois que j'ai tout dit sur vous. Merci, nous sommes vraiment très très contents très gentil. de vous recevoir dans ce magnifique musée. Ah oui, moi aussi. Merci beaucoup de ces mots de présentation, très généreux et très agréables. Alors pour savoir un peu qui vous avez devant vous, il faut savoir que j'ai prononcé de très nombreuses conférences à Bastia, où j'ai été enseignant pendant 12 ans, et où je suis invité assez régulièrement. J'ai prononcé de nombreuses conférences à Ajaccio, parce que j'ai une de mes anciennes étudiantes de Bastia, qui est au lycée Laetitia, qui m'invite presque une fois par an, et voilà. Mais c'est seulement la seconde fois de ma vie que je prononce une conférence dans cette ville superbe de Corté. Alors, je ne sais pas si j'ose vous le dire, mais oui, j'ose. Allez, la première fois, c'était il y a 44 ans. 44 ans. C'était le 1er mars 1978. Vous n'étiez pas nés, ni les uns ni les autres. J'étais professeur à Bastia en classe de lettres sup. J'ai eu cette chance que j'ai commencé ma carrière au lycée Laetitia. J'ai fait ensuite mon service militaire, parce qu'à l'époque, ça se faisait. Et puis pendant mon année d'armée, l'inspecteur général, qui était un Corse, Muglioni, un garçon adorable, me téléphone en me disant votre poste à Ajaccio vous attend, vous pouvez le récupérer, mais j'ai mieux à vous proposer, il y a la lettre sup de Bastia qui se libère. Donc j'ai eu cette chance extraordinaire de me retrouver à 25 ans, prof de classe prépa, ce qui est quand même très rare. Et donc j'ai passé 12 années merveilleuses au lycée de Bastia. Et donc en 78, le 1er mars, vous voyez, j'ai retrouvé la date. C'était facile, je vous dirai pourquoi dans un instant. J'ai prononcé, donc l'inspection générale m'a invité au lycée de Corté à prononcer devant tous les collègues de philo de l'Académie de Corse une conférence. Cette conférence, elle avait pour titre « Le rêve dans la pensée de Nietzsche ». Donc c'était déjà Nietzsche. Et cette conférence, elle a été publiée quelques mois plus tard à peine dans la revue de l'enseignement philosophique. Et c'est le premier article de ma vie que j'ai publié sur Nietzsche. Donc pour moi, c'est un article qui est à part. Hein. C'est cette conférence de Corté, si vous voulez, qui m'a lancé sur la voie des études nietzschéennes. C'est le premier article que j'ai écrit dans ma vie sur Nietzsche. Il a été suivi de 40 autres peut-être, je ne sais pas, je ne compte plus. Voilà, donc ceci pour vous dire que c'est quand même avec un peu d'émotion que je prends la parole devant vous aujourd'hui à Corté. Donc je remercie bien sûr les organisateurs, Marie-France bien sûr, et Musa Nostra, et puis notre ami directeur du musée, de m'inviter devant vous. Alors le transhumanisme, ça fait partie avec l'intelligence artificielle, avec les réseaux sociaux, avec le complotisme, sur lequel j'ai prononcé une conférence avant-hier, jeudi. C'est fait partie des questions sur lesquelles je me suis penché depuis des années. Je disais à notre ami Kevin tout à l'heure dans la voiture qui nous amenait de Bastia que je ne suis pas un historien de la philosophie. Ça ne m'a jamais beaucoup intéressé, l'histoire de la philosophie. Ce qui m'intéresse, c'est de mettre les philosophes au service de la compréhension du monde qui est le nôtre. Voilà. Moi, je pense que les philosophes ont quelque chose à nous dire, même s'ils ont parlé il y a 2000 ans, comme Platon, ils ont quelque chose à nous dire, ils ont un éclairage à nous donner qui est irremplaçable. Voilà. Donc c'est comme ça, moi, que j'aborde la philosophie, j'en fais un outil pour comprendre. Donc c'est pour ça que j'aborde ces thèmes, hein, le complotisme dont je parlais jeudi à hier, l'intelligence artificielle, etc. 3 ouvrages seront cités plus que d'autres dans cette conférence, que je vous signale au passage, 3 bons ouvrages, me semble-t-il, sur cette thématique du transhumanisme, de l'homme augmenté. Je les cite par ordre de parution. Le premier, il est de Jean-Michel Besnier, qui est un bon philosophe sur ce sujet. Il date de 2012, il s'appelle « Demain, les post-humains ». Le second, qui est celui que je citerai le plus peut-être dans cette conférence, c'est le livre du docteur Alexandre, dont je dirai un mot dans quelques instants, « La mort de la mort hein, », c'est un titre qui fait vendre, hein, et ça a marché d'ailleurs, hein, 2014. Et le troisième, c'est de mon collègue et néanmoins ami Luc Ferry, 2016, « La révolution transhumaniste ». Alors un mot sur Laurent Alexandre, puisque je dis que c'est celui qui sera le plus cité dans cette conférence. C'est un médecin et énarque, bon, c'est quand même
pas un signe de débilité profonde, même si on n'aime pas trop l'ENA. Il est médecin, il est énarque, il est homme d'affaires. Il a co-créé en 1999 un site qu'il a enrichi considérablement, un site d'automédication qui s'appelle Doctissimo. Et ce site Doctissimo, il a revendu au groupe Lagardère, en 2008, il a revendu 139 millions d'euros. Oui, c'est pas mal, et la moitié est tombée dans sa poche, 70 millions d'euros, donc c'est un homme qui n'est pas tout à fait à plaindre. Voilà. Un autre mot à vous dire pour terminer cette longue introduction. Je disais tout à l'heure que je m'intéresse aussi à l'intelligence artificielle, et nous en parlerons bien sûr dans cette conférence. Le hasard a fait, mais est-ce que c'est un hasard, que les deux mots transhumanisme et intelligence artificielle sont apparus en même temps. C'est assez frappant, à une année de distance. En 1957, le biologiste Julian Huxley, le frère d'Aldous Huxley, le fameux auteur du Meilleur des mondes, Brave New World, invente un néologisme, le mot eugénisme sans le souffre, il évoque le nazisme, il évoque des horreurs, et donc il crée ce mot pour remplacer le mot eugénisme, il crée le mot transhumanisme. Reste à savoir si le transhumanisme, ce n'est pas de l'eugénisme purement et simplement, nous aurons à nous poser cette question bien sûr dans la conférence. Et l'année suivante, c'est assez frappant, je me trompe, l'année précédente, en 1956, c'est l'informaticien américain John McCarthy qui propose le terme Artificial Intelligence, AI en anglais, c'est devenu IA en français, intelligence artificielle. Si j'osais, je dirais, ça rappellera quelque chose aux plus âgés d'entre nous, c'est là que tout a commencé. Vous vous souvenez, David Vincent, les envahisseurs? C'est là, 1956-1957, c'est là que tout a commencé. Alors, ma conférence sera articulée en 4 grandes parties, donc j'annonce un petit peu mon plan, ça c'est une vieille habitude de prof de philo, auquel je ne veux pas déroger. Dans un premier temps, je vous montrerai qu'on dit souvent, mais tout ça c'est bien beau, mais on confond la science et la science-fiction. Vous entendez ça régulièrement. C'est de la science-fiction. Je vous montrerai qu'il faut être prudent sur une telle affirmation. Qu'en réalité, on s'est toujours trompé, on a fait des erreurs de prévision sans arrêt sur ces questions. On s'est trompé tout le temps. Donc soyons prudents quand on énonce, je vous donnerai des exemples précis. Dans un deuxième temps, je vous montrerai comment l'intelligence artificielle, les biotechnologies nous amènent à redéfinir la vie et la mort. Redéfinition de la vie, redéfinition de la mort, qui ouvre évidemment la porte à des manipulations considérables. Dans un troisième temps, je me livrerai à ce que j'appellerai un peu pompeusement peut-être une exploration futurologique. Et dans cette exploration, je distinguerai le futur certain ou quasi certain, qui est déjà là d'ailleurs pour une bonne part de ce futur, c'est déjà un présent, et le futur possible, hypothétique, probable, mais qui n'arrivera peut-être jamais, le futur envisageable. Et enfin, dans un quatrième temps qui est destiné fondamentalement à ouvrir le débat, parce que c'est ça, au fond, qui est le plus intéressant dans une conférence, ce n'est pas tellement d'écouter l'orateur, c'est d'échanger avec lui, je me livrerai à un panorama des arguments favorables et défavorables. Qu'est-ce qu'on peut dire en faveur de ce transhumanisme? Qu'est-ce qu'on peut dire contre ce transhumanisme? Voilà donc le plan que je vous propose dans cette conférence. Alors, il y a 8 ans, très exactement, c'était en 2014, donc le docteur Laurent Alexandre, médecin énarque, je le disais tout à l'heure, publie un livre qui fait un tabac, dont le titre, il faut le reconnaître, je ne sais pas si c'est son éditeur qui l'a trouvé, moi j'aimerais qu'on me trouve des titres comme ça pour mes livres, La mort de la mort. Bon, rien que le titre, c'était déjà un succès de librairie, hein. Bon, La mort de la mort. Et dans ce livre, au début du livre, Laurent Alexandre se déclare étonné, même un peu scandalisé, par l'indifférence, dit-il, à la révolution qui se prépare, qui est la plus grande révolution de tous les temps. Cette révolution des biotechnologies, c'est une révolution à nul autre pareil, qui va bouleverser complètement le paysage humain et l'histoire de l'humanité. Cette révolution, elle est contenue, et c'est un moyen mnémotechnique en même temps intéressant pour bien serrer les choses, dans 4 lettres, N, B, I, C. C'est ce que Laurent Alexandre appelle la grande convergence NBIC.
Alors c'est quoi ces 4 lettres? Eh bien nous entrons dans une synergie entre N, les nanotechnologies, c'est-à-dire les technologies qui travaillent à l'échelle de l'infiniment petit, à l'échelle de l'ADN, des molécules, des gènes. Donc N, nanotechnologie, B, biologie, c'est-à-dire en fait manipulation biologique, ingénierie biologique, I, informatique, bien entendu, je vous parlais d'intelligence artificielle parce que c'est le moteur, c'est la clé de tout. Et puis C, alors c'est un peu plus ambigu, C, c'est sciences cognitives, c'est ce couplage de l'intelligence humaine avec l'intelligence artificielle. Et à la fin du livre La mort de la mort, vous trouvez quelques lignes un peu surprenantes pour celui qui découvre ce domaine, qui résument l'ensemble de la démarche de Laurent Alexandre. Je vous lis ces quelques lignes, vous allez voir, c'est un peu troublant quand même. Le 21e siècle sera bien celui du vertige. Nous allons en un siècle, écoutez bien, tuer la mort, et d'un, créer la vie en éprouvette, deux, organiser notre cohabitation avec l'intelligence artificielle, 3, et piloter notre cerveau. Bon, science-fiction ou pas? Bon, voilà. Tuer la mort, je relis, parce que c'est quand même intéressant. Créer la vie en éprouvette, organiser la cohabitation avec l'intelligence artificielle, piloter notre cerveau. Alors, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, je vais commencer dans une première partie de ma conférence à évoquer ce que j'appellerais la constance de nos erreurs de prévision, cette idée qu'on confond science et science-fiction. Si on regarde un passé plus ou moins récent, enfin à l'échelle d'un siècle ou à peu près, au moins, nous n'avons cessé de sous-estimer les capacités de nos technologies. Nous n'avons cessé de les sous-estimer. On s'est toujours trompé en les minorant. Je vais donner 2 exemples majeurs. Le premier exemple, c'est sur la capacité de nos ordinateurs. On nous a longtemps dit, les plus âgés d'entre nous s'en souviennent, que jamais un ordinateur ne pourrait battre les plus grands champions d'échecs. On nous l'a dit et répété pendant très longtemps. J'ai été pendant des années, ça m'a valu des déboires avec mes épouses successives, un grand découpeur de journal. Je découpais, j'ai des archives. Aujourd'hui, on ne découpe plus, hein, c'est des pages numériques, c'est quand même formidable. Mais à l'époque, moi, je découpais. Et j'étais encore professeur à Bastia, c'était au début des années 80. Dans ma manie du découpage, j'ai découpé, je l'ai dans mes archives, j'aurais pu vous l'apporter, une double page du Monde qui interrogeait de grands spécialistes et tous s'accordaient à dire « Jamais un ordinateur ne battra les grands champions d'échecs, c'est un jeu trop complexe, avec une part intuitive, ça n'arrivera jamais. » 15 ans plus tard, en 96, un ordinateur nommé Deep Blue semble avoir donné raison à cette double page du Monde, puisque dans le match Kasparov contre Deep Blue, c'est Kasparov qui a quand même gagné. 4-2, hein, c'était pas monstrueux comme victoire. L'ordinateur avait gagné 2 fois, mais 4-2. Bon. Mais l'année suivante, pas 10 ans plus tard, en 97, Deep Blue a battu Kasparov à plate couture, 0 victoire pour Kasparov. Et depuis 97, plus jamais un grand champion d'échecs n'a battu un super ordinateur au jeu d'échecs. Alors on s'est rattrapé comme d'habitude, on a dit oui, le jeu d'échecs d'accord, mais vous avez un jeu qui est bien plus compliqué, le jeu de Go. Jamais un ordinateur ne battra les champions de Go. Eh bien, manque de chance, en 2016, le champion du monde de jeu de Go a été battu à plate couture par un ordinateur. Donc vous voyez, ces erreurs de prévision qui sont constantes. Deuxième exemple. On nous a longtemps affirmé, là j'ai pas de double page du Monde, j'en suis désolé, mais bon, j'aurais pu les trouver. On nous a longtemps affirmé qu'il serait impossible de manipuler le génome. Pourquoi? Parce que c'est trop minuscule, c'est trop petit. En 70, Jacques Monod, un être infiniment respectable, prix Nobel de médecine pour ses découvertes sur l'ARN messager. Bon, Jacques Monod écrit un livre que j'avais lu avec bonheur, un grand livre, incontestablement, Le hasard et la nécessité. Mais même si c'est un grand livre, il s'est totalement planté sur le sujet. Voilà ce qu'il écrit, je le cite. « L'échelle microscopique du génome interdit sans doute à jamais de le manipuler. » À jamais, c'est une expression qu'il faudrait rater du vocabulaire, hein, parce que chaque fois qu'on dit à jamais, on se plante. Hein. 5 ans plus tard, pas 20 ans plus tard, 5 ans plus tard, il y avait les premières manipulations génétiques. Le grand Monod s'est trompé complètement. Alors d'où viennent ces erreurs de prévision? Elles ont beaucoup de causes, mais il me semble qu'il y a une cause principale. C'est la difficulté que nous avons à comprendre ce qu'est une croissance exponentielle.
pense que vous savez quand même, vous, public très cultivé, c'est pas bien de mettre la pression sur l'auditoire comme ça, mais ça ne se refait pas. Vous savez ce qu'est une exponentielle. Alors, je vais vous poser une devinette. Ceux qui connaissent la réponse, je vous demande de ne pas répondre. Supposez un étang sur lequel il y a un nénuphar, qui a la capacité de se dupliquer. Donc, il y a un nénuphar, le deuxième jour, il y a 2 nénuphars qui se dédoublent, le troisième jour, il y en a 4, après, il y en a 8. Le 29e jour, les nénuphars ont couvert la moitié de l'étang. D'accord? Jusque-là, combien faudra-t-il de jours pour que les nénuphars couvrent la totalité de l'étang? Ne répondent que ceux qui ne connaissent pas la devinette. Combien de jours? Comment? Le lendemain. Oui, mais vous êtes trop forte. Vous avez entièrement raison. Un jour, hein? Il a fallu 29 jours pour remplir la moitié de l'étang. Il faut une seule journée pour que l'étang tout entier soit rempli de nénuphars. Parce que c'est une exponentielle. Mais on a du mal avec les exponentielles. C'est contre-intuitif quand même, les exponentielles. Reconnaissons-le. Hein? Bon, la première fois où on m'a posé cette question, j'ai eu du mal à trouver la réponse. Hein? Bon, madame a un QI de 180, donc c'est pas pareil. Mais moi, j'ai eu du mal. Hein? Bon, voilà. Bien. Les exponentielles. L'exponentielle la mieux connue aujourd'hui, vous en avez tous entendu parler, c'est la fameuse loi de Moore. On appelle ça la loi de Moore, M-O-O-R-E. C'est une loi qui a été énoncée en 1975 par Gordon Moore, qui était un grand informaticien, c'est l'un des fondateurs d'Intel. C'est pas une loi en réalité, c'est une prévision. L'expression est maladroite, c'est pas une loi. C'est une prévision. Moore affirme en 1975, et il ne s'est pas trompé depuis ou très peu, que la puissance de nos circuits électroniques, donc de nos ordinateurs, doublerait à coût constant tous les 18 mois. Tous les 18 mois, on aurait des machines 2 fois plus puissantes, sans augmentation de prix. Bon, ça s'est avéré exact depuis 50 ans ou presque. Si je considère les ordinateurs comme une espèce, et pourquoi pas une espèce parmi les espèces, eh bien, Jean-Michel Beignet fait remarquer qu'aucune espèce animale ou végétale n'a accompli des progrès aussi rapides depuis l'origine du monde. C'est jamais arrivé. Doublement tous les 18 mois de la performance. Alors à partir de là, à partir de ces éléments, on va effectivement, et j'entre dans la deuxième partie de ma conférence, redéfinir la vie et la mort. Et ça, c'est la porte qui ouvre tous les chemins possibles. Redéfinition de la vie pour commencer. On peut dire que c'est le triomphe d'un philosophe que je dénonce souvent, mais je suis un des rares, donc j'ai un peu de timidité à le dénoncer, parce qu'il est un peu adulé quand même par les profs de philo en particulier, René Descartes, malfaiteur de l'humanité. Descartes invente le mécanisme. Il est le premier à considérer que le corps c'est une machine, rien de plus qu'une machine. Donc une machine composée de pièces, séparées les unes des autres, interagissant, etc. Bon, le corps, c'est... Alors, il emploie les images... Parfois, on ridiculise un peu Descartes, mais non, il ne faut pas le ridiculiser. Il emploie les images de son temps. Il dit des ficelles, des tuyaux. Bon, aujourd'hui, il dirait des puces électroniques. On n'a pas avancé. Ça, c'est la même chose. Bon. Donc, le corps, c'est une machine complexe, mais du même coup, si c'est un ensemble de pièces détachées, ben, on peut remplacer ces pièces, on peut les réparer, on peut les améliorer. Hein. Donc, le corps est un matériau modulable. C'est la thèse de René Descartes, la grande thèse de René Descartes. Il faut savoir, parce que parfois on dit des bêtises sur le sujet, c'est pas Descartes qui a employé l'expression animal-machine. Hein. C'est son disciple, enfin, Malebranche. Hein. Il y a une anecdote savoureuse, j'en sais rien, vous n'allez peut-être pas la trouver savoureuse. Il y a une anecdote savoureuse sur Malebranche. On raconte que Malebranche, le soir, qui avait créé le mot animal-machine, fouettait son chat en disant, alors le chat hurlait, hein, et Malebranche disait, saleté, tu essayes de me faire croire que tu es un être vivant qui souffre alors que tu es une machine composée de tuyaux et de rouages. Bon, c'était inventé probablement, mais comme disent nos amis italiens, si non è vero, è ben trovato. Hein. Donc le corps machine. Et je vous propose cette définition de la révolution NBIC, hein, nanotechnologie, hein, biologie, informatique, sciences cognitives. Je vous propose la définition suivante. J'ai un copyright dessus, donc faites attention quand vous l'employez. Qu'est-ce que c'est que la révolution NBIC? C'est le mécanisme cartésien boosté par les nanotechnologies. Le mécanisme cartésien boosté par les nanotechnologies.
Qu'est-ce que c'est les nanotechnologies? Je vous disais il y a quelques instants, les technologies qui sont capables de travailler au niveau de l'infiniment petit. Et donc la vie, qu'est-ce que c'est? C'est une usine nanométrique. Rien de plus. Une usine nanométrique. Donc avec les nanotechnologies, nous devenons capables d'intervenir au niveau de l'infiniment petit, de modifier les éléments. Contrairement à ce qu'avait cru à tort Jacques Monod, on peut agir à l'échelle même de la vie, c'est-à-dire à l'échelle du millième de millimètre, et encore plus petit même. Les puces à ADN qu'on est en train de produire permettent d'analyser 1 million d'endroits dans l'ADN pour traquer les variations qui sont les prédispositions des maladies, etc. Et donc, on s'aperçoit, troisième élément de ma redéfinition de la vie, que la vie, c'est le règne du hasard. Alors Jacques Monod, tout à l'heure, je peux ironiser sur son erreur, il ne faut pas lui en vouloir. Tout le monde commettait la même erreur à l'époque. Hein. Mais malgré son erreur excusable, il a été un génial précurseur dans son livre « Le hasard et la nécessité », qui reste un grand livre. Bon. Que nous a appris Jacques Monod? Il nous a appris que depuis la nuit des temps, la reproduction a été une grande loterie. Une grande loterie. Il y a des mutations qui se produisent au sein de l'ADN, des mutations aléatoires, c'est-à-dire sans cause, c'est une forteresse, l'ADN, on peut pas, même si on a fait des découvertes depuis qui nuancent un peu les choses, mais ça reste grosso modo exact. Hein, bon. Donc, il y a des mutations, pourquoi? Parce que vous avez des millions d'éléments, on compare ça à un alphabet, vous le savez, c'est un livre avec 1 milliard de lettres, hein, notre ADN, donc de temps en temps, quand la cellule se reproduit, il y a une erreur de photocopieuse, on donne parfois l'exemple, vous l'avez sûrement entendu cet exemple. Imaginez une secrétaire, j'espère qu'il n'y en a pas parmi vous, parce que c'est un peu vilain pour les secrétaires. Bon, une secrétaire qui recopie un texte et qui fait des fautes de frappe, et qui donne le texte à recopier à une autre secrétaire, qui n'est pas plus brillante qu'elle, qui va recopier le texte avec les fautes de frappe et faire d'autres fautes de frappe. C'est ça la vie. Hein, on recopie le texte, on maintient, on ne corrige pas les erreurs, on répète les erreurs. Donc, voilà comment les choses se passent. Règne du hasard, grande loterie. Donc, loterie au niveau des mutations génétiques, loterie au niveau de la reproduction. Sur 1000 générations, le survivant de ces 1000 générations, c'est le gagnant d'une loterie où le gagnant avait une chance sur 10 puissance 3000, 1 avec 3000 zéros derrière, de gagner. Je ne sais pas si vous avez joué à Euromillions hier soir, mais vous avez plus de chances de gagner à Euromillions qu'être ici dans cette salle. Parce que je vais vous apprendre une grande nouvelle qui va vous rendre très fier quand vous vous regardez le matin dans la glace. Figurez-vous qu'aucun de vos ancêtres n'est mort avant de se reproduire. Monsieur de la Palisse l'aurait dit mieux que moi. Oui, mais sachant qu'il y a si peu de chances pour que ça arrive, nous sommes les gagnants d'une loterie mais extraordinaire. On n'avait aucune chance d'être là. Il a fallu que tous les ancêtres arrivent jusqu'au stade de la reproduction, alors que 99,9% de nos ancêtres, enfin pas de nos ancêtres justement, c'est pas nos ancêtres, des vivants sur Terre sont morts avant d'arriver à l'âge où ils peuvent se reproduire. Donc pour que nous existions, j'avais écrit un petit texte à la manière de Nietzsche il y a quelques années dans un bouquin là-dessus, en disant justement on peut se regarder un peu avec clarté. Nous sommes les gagnants d'une loterie extraordinaire, bien mieux que Euromillions. On ne devrait pas être là. Aucun de nos ancêtres n'a été éliminé avant de se reproduire. À chaque génération, nos ancêtres ont obtenu un billet gagnant. Ils sont passés à travers tous les méandres, tout ce qui aurait dû les rayer de la carte, et ils sont arrivés jusqu'à la reproduction. Christian de Duve, qui est un éminent médecin belge, prix Nobel, 1974, nous dit « La nature n'est ni bonne ni mauvaise, elle est neutre ». Je crois que c'est une formule intéressante. La nature est neutre. C'est mon texte de tout à l'heure, recopié, on recopie les erreurs. La sélection naturelle est totalement aveugle. Elle a autant de sollicitude pour le virus du sida, aujourd'hui pour le virus actuel, que pour la moisissure qui produit la pénicilline. Elle a autant de sollicitude pour le scorpion que pour le poète. Encore que les scorpions sont peut-être sympathiques, pareil. Bon. Je prends un exemple de ce bricolage de la vie. C'est la malléabilité du cerveau, l'extraordinaire malléabilité du cerveau, qui se réorganise en permanence en fonction des accidents, entre guillemets, de la vie. Pendant les premiers temps de la vie, humaine, mais aussi animale, est-ce que vous savez à quelle vitesse nous créons des synapses par seconde? Donnez-moi un chiffre.
Combien de synapses par seconde? Entre 30 000 et 50 000 par seconde. 30 000 et 50 000 synapses sont créées par seconde dans la vie intra-utérine et les premiers mois de la vie. Alors ce support du hasard, on l'a découvert, Jacques Monod l'ignorait encore, ça a été découvert quelques années après ses livres. Le support, ce sont des petites particules, des petites séquences d'ADN qu'on appelle les transposons. Les transposons, c'est des petites séquences d'ADN qui ont cette capacité extraordinaire de s'intégrer dans le génome et de se multiplier, un peu comme les rétrovirus de la famille du sida. Tout est conservé, encore une fois, même les modifications malheureuses. C'est là qu'intervient, comme disait Monod, le titre de son livre, qui est très heureux, le hasard, la nécessité, des mutations au hasard, et puis sélection darwinienne, et puis il y a des mutations qui vous fragilisent, vous êtes rayé de la carte, il y a des mutations qui vous donnent un avantage, vous reproduisez davantage. Tout est conservé. C'est la dualité des sexes qui a assuré le triomphe du hasard, effectivement. C'est la rencontre, alors désolé pour les adeptes du wokisme et du transgenre, mais c'est quand même la rencontre du masculin et du féminin, qu'on le veuille ou non, on est tous le produit. Hein, je suis un peu, je sais que je suis politiquement correct quand je dis ça. Nous sommes tous le résultat d'union entre deux individus de sexes différents. J'ai raison ou j'ai tort? Depuis 4 millions d'années, il y a quand même des faits qui sont difficilement contestables. Bon, après, ça changera peut-être demain matin, hein, mais aujourd'hui, c'est ça. Bon. Donc, c'est la reproduction sexuée qui a assuré ce triomphe du hasard avec la rencontre de deux individus de sexes différents. C'est pendant le développement de ces cellules, pendant ce qu'on appelle la méiose, que se produisent la plupart des mutations, des brassages, etc. Mais contrairement à ce qu'on croit quelquefois, la vie n'a pas toujours muté, elle a souvent stagné. Je vous donne un seul exemple. Il y a beaucoup d'espèces qui n'ont pas du tout progressé depuis la nuit des temps. Le plus bel exemple, ce sont les bactéries. C'est que les bactéries, c'est les êtres vivants les plus nombreux de la planète. Eh bien, les bactéries n'ont quasiment pas bougé depuis 4 milliards d'années quand la vie est apparue sur Terre. Il y a dans notre intestin 10 fois plus de bactéries que de cellules. Et je vais vous donner le chiffre parce qu'il est quand même intéressant à retenir. Savez-vous combien vous portez de bactéries en vous? 1 million de milliards. Ça fait froid dans le dos, en un sens. 1 million de milliards de bactéries dans vos corps. Bien. Et donc, on peut dire, pour terminer cette réflexion sur la redéfinition de la vie, qu'il existe aujourd'hui sur Terre, et c'est la première fois depuis la nuit des temps, depuis l'origine même de la vie, vous avez aujourd'hui sur notre planète 2 types de vie. La vie naturelle et la vie artificielle. Vous avez tous les vivants qui descendent de Lucas. Sympathique Lucas. Lucas, Lost Unique Common Ancestor. Le dernier ancêtre commun de tous les vivants. La dernière cellule commune. Nous sommes tous ses descendants, aussi bien le géranium que la girafe et que nous. Hein. À un moment donné, il y a eu sur Terre des êtres monocellulaires. Et puis, le dernier être monocellulaire, avant qu'il devienne un être pluricellulaire à cause justement de mutations, hein, c'est Lucas, Lost Unique Common Ancestor. Donc il existe sur Terre aujourd'hui tous les descendants, et nous en faisons tous partie, sauf s'il y a des extraterrestres parmi vous, mais je ne les ai pas repérés, même si je suis assez doué pour cette question. Il y a tous les descendants de Lost Unique Common Ancestor, et il y a JCV1 SIN 1.0, qui c'est celui-là, c'est la création de Craig Venter, un biologiste américain dont Laurent Alexandre dit qu'on le considérera peut-être, et il en est presque sûr, lui, comme le plus grand savant de toute l'histoire, qui a créé la première vie artificielle. Donc la vie a connu 3 grandes étapes, et ça c'est très important, je vous demande de bien mémoriser ça, parce qu'on y reviendra tout à l'heure. Il y a avant Lucas, avant ce Lost Unique Common Ancestor, cette étape s'est achevée à l'époque de Lucas, cet ancêtre commun. À l'époque, la vie est immortelle, en quelque sorte. Vous savez que les êtres unicellulaires se dédoublent et ne disparaissent pas. C'est avec la reproduction, j'y reviendrai dans 5 minutes, sexuée, que la mort est apparue. Donc, il y a la vie avant Lucas, il y a la vie après Lucas, c'est la vie que nous connaissons.
c'est la parenthèse darwinienne. Pourquoi parenthèse? Parce que nous en sommes sortis, hein, très important. Ce qu'on appelle la parenthèse darwinienne. C'est-à-dire lorsque les êtres pluricellulaires sont apparus, est apparue la fameuse sélection naturelle de Darwin. Des mutations sont apparues parmi ces êtres, d'autres se sont reproduits, d'autres ont été rayés de la carte, etc. Parenthèse darwinienne, après Lucas et jusqu'à une date récente, c'est-à-dire de quelques centaines de milliers ou millions. Et troisième étape, la fin de la sélection naturelle. Et on s'en réjouit. Bon. Enfin, moi je m'en réjouis, je ne sais pas vous. La fin de la sélection naturelle. C'est-à-dire que l'humanité, et seulement l'humanité, seulement l'espèce humaine, est entrée dans une troisième phase. On a mis un terme à cette terrible sélection qui faisait survivre les plus aptes ou les plus forts, ou les plus doués ou les plus adaptés, et qui éliminait les autres sauvagement. Bien. L'humanité, pour des raisons morales, religieuses, culturelles, multiples, c'est très compliqué évidemment ce débat, mais je n'y entrerai pas, a arrêté la sélection darwinienne. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il faut quand même regarder les choses en face. Une dégradation naturelle, parce que la sélection naturelle, elle est épouvantable tant que vous voudrez, mais elle assurait justement une sorte d'amélioration des espèces, de perfectionnement des espèces, en mettant un terme, c'est-à-dire en faisant en sorte que survivent les individus qui ont des handicaps, des difficultés, des facteurs négatifs en eux, des maladies génétiques et j'en passe. Et vous savez que c'est très très vieux. Bon, vous savez, puisque nous sommes en Corse, qu'on a trouvé, j'ai connu le découvreur, j'ai eu la chance de il s'appelait Lanfranchi, il m'avait voir, à propos de la dame de Bonifacio, hein, qui était une dame handicapée il y a 6000 ans, eh bien, on ne l'a pas mangée, hein. Elle est morte de sa belle mort. Hein. Bon. Donc, il y a des milliers d'années qu'on a mis fin à la sélection naturelle. Et donc, dégradation de la vie, situation inédite. C'est jamais arrivé dans l'histoire du monde. Donc, c'est une situation totalement nouvelle. Et Laurent Alexandre, je crois, a raison dans son livre, même si on est en désaccord sur beaucoup de choses, pour dire que c'est inédit et que ça pose des problèmes considérables. Donc, redéfinition de la vie, j'en ai terminé avec la redéfinition de la vie. Maintenant, redéfinition de la mort. La mort n'a pas toujours existé. Avant Lucas, la mort n'existait pas. La mort est née lors du passage de la vie unicellulaire aux organismes complexes. Elle est née avec la reproduction sexuée. Je vous renvoie à un vieux livre, mais qu'on peut lire encore, qui était très intelligent, d'un remarquable professeur de médecine, qui était Jacques Ruffier, 1986, Le sexe et la mort. Très beau titre, là aussi. Hein. Je ne sais pas si c'est les éditeurs ou les auteurs qui trouvent des titres pareils. Le sexe et la mort. C'est apparu en même temps. C'est inséparable. C'est parce que on est passé à une reproduction sexuée qu'il a fallu que la vie invente la mort. Alors la mort, elle est inscrite depuis dans la construction même des organismes. C'est une nécessité pour que certaines cellules puissent se développer. De même que la plupart des espèces ont disparu de la planète. La Terre, c'est un grand cimetière. Hein. Il y a beaucoup plus d'espèces disparues que d'espèces présentes. Même s'il y en a qui disparaissent aujourd'hui trop vite, on a raison de s'en inquiéter, il y en a beaucoup qui ont disparu, beaucoup plus que d'espèces présentes. Donc, la plupart des espèces ont disparu, mais une large part de ce qui nous constitue disparaît également. 90% de nos neurones dans le cerveau sont éliminés dans certaines zones du cerveau avant notre naissance. 90%. Alors je vous donne un exemple qui est le plus simple et qui est facile à retenir. Parfois, vous savez qu'il arrive au monde des enfants qui ont des mains palmées ou des pieds palmés. Nous avons tous eu les mains palmées dans le ventre de nos mères. Hein. Bon, l'embryon a les mains palmées et les pieds palmés. Et il y a des cellules tueuses qui vont détruire les cellules qui réunissent les doigts des mains et les doigts des pieds. C'est pour ça que l'enfant, si tout se passe bien, arrive au monde avec des mains et des pieds comme nous et non pas des mains et des pieds palmés. Si bien que nous avons une nouvelle définition de la vieillesse. C'est rassurant en un sens, pour moi en particulier, mais pour certains d'entre vous aussi que je ne nommerai pas. Nouvelle définition de la vieillesse. La vieillesse, ce n'est pas simplement une accumulation d'erreurs, ce n'est pas simplement une usure, c'est sans doute aussi une usure. Mais la vieillesse, il y a un terme qu'il faut retenir ici, c'est l'apoptose. A-P-O-P-T-O-S-E. L'apoptose, c'est-à-dire une autodestruction
indispensables à l'apparition de la complexité. Nous avons en nous des mécanismes d'autodestruction qui sont indispensables. La mort, elle est liée à quoi? Elle est liée au fait que les organismes deviennent inutiles dès qu'ils cessent d'être aptes à la reproduction. La vie ne s'intéresse pas aux individus que nous sommes, elle s'intéresse aux espèces et à la survie des espèces. Et donc, dès que nous avons passé l'âge de la reproduction, il y a des mécanismes d'autodestruction du corps qui se mettent en route. Vous voyez les perspectives que ça ouvre. Et si on pouvait corriger ces mécanismes, si on pouvait corriger l'apoptose, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait sur des vers de terre, par exemple, qu'on a fait vivre de très très longues périodes. Donc les gènes qui sont indispensables à la reproduction sont les mêmes gènes qui nous tuent lorsque nous cessons de pouvoir nous reproduire. Seul compte la survie de l'espèce. Donc voilà ces deux redéfinitions que je tenais à vous préciser, vous expliciter, parce qu'elles sont la clé de ce qui va s'ouvrir. Et donc, maintenant que nous sommes armés de ces deux redéfinitions, nous pouvons nous livrer à ce que j'ai appelé une exploration futurologique. Qu'est-ce qui nous attend demain et après-demain? Et comme je le disais en annonçant mon plan, je vais distinguer le futur certain et le futur possible ou probable. Alors, pour mettre de la clarté dans ma conférence, je vais reprendre les 4 lettres NBIC. Quel est le futur certain en N, en B, en I et en C? Comme ça sera plus facile à mémoriser. Je commence par le N, les nanotechnologies. Qu'est-ce qui nous attend au niveau des nanotechnologies? On progresse, on est capable de travailler de mieux en mieux dans l'infiniment petit. On va être capable de créer, et c'est presque déjà fait, même si c'est encore balbutiant, des robots nanotechnologiques, c'est-à-dire des robots infiniment petits. On peut les appeler robots. Un robot, c'est pas forcément une créature énorme, ça peut être minuscule. Un petit robot, ça peut mesurer 1 micron, 1 millième de millimètre, un robot. Donc on aura dans notre corps des robots nanotechnologiques qui vont circuler dans notre corps et qui vont faire le travail de réparation de l'apoptose. Ils vont détruire les gènes défectueux, ils vont détruire les virus, ils vont détruire les cellules cancéreuses. On aura ces robots qui vont circuler dans nos corps dans un proche avenir. Les biologistes, je le disais tout à l'heure, sont déjà parvenus à augmenter la vie de certains vers de terre, c'est un animal qu'ils aiment bien, les biologistes, d'une durée équivalente à ce qui serait plusieurs siècles de vie pour l'homme, en proportion. Bien. Voilà pour le futur N. Les nanotechnologies qui vont exploser dans un proche avenir. Le futur B, biologie, manipulation biologique. Alors là, c'est plusieurs éléments, c'est un peu plus compliqué. D'abord, ce qui nous attend, et on y est presque, c'est la connaissance exhaustive du génome. Vous savez qu'il y a eu, dans les années 90, un projet génome humain qui a été mis en place par différents pays, qui ont travaillé pour une fois main dans la main, ça arrive quand même de temps en temps. Aujourd'hui, avec Poutine, c'est devenu un peu plus compliqué. Donc, le projet génome humain et la version quasi définitive de ce génome a été publiée en 2003. Mais on est allé un peu vite en besogne. Certains, en 2003, ça y est, on a décrypté le génome. Ce n'était pas tout à fait exact. Il restait 8% du génome qui n'avait pas été décrypté. Le séquençage, on appelle ça séquençage, le séquençage intégral du génome a été réalisé cette année. Cette année, en 2022, il y a quelques mois, la presse scientifique en a fait état. Ça y est, maintenant, on a le séquençage intégral du génome humain. Et le passage à l'âge industriel de ce séquençage est imminent. Bon. Là, il y a un chiffre intéressant à retenir. En 10 ans, alors là, je prends le chiffre de Laurent Alexandre, donc entre 2004 et 2014, la sortie de son bouquin. En 10 ans, le coût du séquençage de l'ADN a été divisé par, donnez-moi un petit chiffre, 1 million. 1 million. Jamais aucune activité humaine n'a connu quelque chose d'équivalent, même pas les puces électroniques. Un coût divisé par 1 million. C'est-à-dire qu'effectivement, le séquençage est devenu une opération banale, économique. Alors, il existe un génome moyen. Tout à l'heure, nous allons parler de Craig Venter, celui qui a créé la première. Alors, il y a quelque chose de savoureux, ce Craig Venter. Craig Venter, au moment où il a créé sa première cellule artificielle, il a été le premier homme
dont le génome a été intégralement séquencé. Et il a fait de son génome le standard du génome humain. Tant qu'à faire. Bon. Un peu comme si Kennedy s'était envoyé sur la Lune, à la place des astronomes, des astronautes. Bon. Donc Craig Venter a réussi à imposer son génome comme le génome standard. Le génome standard, il s'appelle HUREF19, ce qui veut dire effectivement le Human Reference version 19. Donc toutes les variations aujourd'hui du génome sont notées par rapport à ce génome de référence, qui est le génome de M. Craig Venter. C'est pas mal cet individu quand même. Bien. Alors, cette révolution biologique et cette connaissance du génome, elle va ouvrir la voie à une révolution complète de la médecine. La médecine ne ressemblera plus du tout à ce qu'elle est aujourd'hui. On va connaître l'explosion des études qu'on appelle GWAS, G-W-A-S, c'est-à-dire Genome-Wide Association Studies, c'est-à-dire des études qui essayent de repérer l'association entre certains gènes ou certaines anomalies dans les gènes et certaines maladies génétiques. La technomédecine va être omniprésente. Le médecin, dans 10 ans et peut-être moins, il va établir pour chacun d'entre nous un génoprogramme destiné à rendre le plus inoffensif possible le fardeau génétique que nous avons tous en venant au monde. Donc nous connaîtrons la fin de la médecine standardisée. La médecine standardisée, ça sera fini. Et ce qui résume cette nouvelle médecine révolutionnaire, là encore, vous voyez, de même qu'il y a NBIC, il y a 4 lettres là aussi, les 4 P. Elle sera prédictive, préventive, personnalisée et participative. Prédictive, préventive, personnalisée, participative. Le plus important des 4 adjectifs, c'est sans doute personnalisé. On n'aura plus de médecine standardisée. On va essayer de soigner les individus avant qu'ils tombent malades. On verra tout à l'heure les problèmes que ça pose. Donc, ce sera une médecine de prédiction. On fera un inventaire de votre patrimoine génétique et on vous signalera que vous risquez telle maladie, etc. Et on vous donnera tous les traitements, ou voire on fera des corrections génétiques quand on en sera capable. Autre élément très important, cette médecine va être capable de tester les traitements sur ordinateur. Ça, c'est évidemment considérable. Un peu comme, si vous voulez, on a pu à un moment donné, et c'est quand même heureux, supprimer les expériences nucléaires. En France, on a fait ça, dans le Sahara, dans le Pacifique. Bon, on sait que c'était un peu monstrueux quand même. Bon. Et puis aujourd'hui, pourquoi il n'y a plus d'explosion nucléaire expérimentale? Parce qu'on n'a plus besoin. Ça, c'est un ordinateur qui vous dit ce qui va se passer, qui fait le travail. Bon, on fait du virtuel. Bon. Et bien de la même façon, on va pouvoir simuler l'effet des traitements, parce qu'un traitement agit sur des millions de cellules, de particules, de gènes, etc. Donc on va mesurer sur ordinateur, par la simulation informatique, l'effet des traitements, et on saura en quelques instants ce que produiront comme effet négatif éventuellement ces médecins. Aujourd'hui, il faut entre 5 et 10 ans pour mettre un traitement sur le marché. On fait des tests sur les animaux, ensuite on le fait sur l'homme, c'est très compliqué, et c'est un peu dangereux en même temps. Bon, là, on n'aura plus besoin de tout ça. Ça se passera sur la machine, ça se passera avec l'informatique. Alors cette nouvelle médecine, elle sera donc, je répète, prédictive, préventive, personnalisée, participative. Elle aura recours à beaucoup de nouveautés, elle aura recours aux implants cérébraux qui vont probablement pouvoir guérir la maladie d'Alzheimer et bien d'autres. Elle aura recours aux cellules souches. Vous savez, je pense tous ce que sont les cellules souches. Ce sont des cellules qu'on appelle totipotentes, c'est-à-dire elles peuvent devenir cellules du foie, du cerveau, neurones, etc. Bon, on commence à savoir les travailler et les exploiter. On aura recours même à ce qu'on appelle les bébés médicaments. Un couple pourra produire un bébé sur mesure, en quelque sorte, pour traiter un grand frère, une grande sœur atteint d'une grave maladie génétique. Donc voilà pour le futur B. Je passe au troisième futur, et là on rejoint notre intelligence artificielle, le futur I comme intelligence artificielle. Alexandre nous dit, on est à la veille de ce qu'il appelle, l'expression je crois est belle, un géo-tsunami. Un géno-tsunami. Quelle est la progression de nos machines? C'est assez spectaculaire. En 1950, on a les premiers ordinateurs. On mesure ça en flops, kiloflops, mégaflops. Les premiers ordinateurs qui étaient énormes, grands comme cette pièce, vous savez tout ça. Bon.
Les premiers ordinateurs, en 1950, ils étaient capables de 1000 opérations par seconde. On trouvait ça prodigieux. Évidemment, c'était infiniment plus que ce que peut faire un cerveau humain. Bon, mais c'est dérisoire par rapport à ce à quoi on est arrivé. Bon. 14 ans plus tard, on est au mégaflops, 1 million d'opérations par seconde. 20 ans plus tard, en 86, gigaflops, 1 milliard d'opérations par seconde. Et aujourd'hui, on est en train de s'approcher de l'hexaflops, 1 milliard, 2 milliards d'opérations par seconde. Et c'est une nécessité pour justement mesurer ces millions d'éléments, ces millions de lettres que constitue le code génétique, etc., l'ADN. Alors l'hexaflops, là il s'est un peu trompé, Laurent Alexandre, il a été un peu optimiste, mais très légèrement en fait. Hein. Bon, 1 milliard, 2 milliards d'opérations par seconde. Nécessaire pour qu'on puisse étudier vraiment l'effet des traitements, etc. Cette puissance n'est pas encore disponible, on y est presque. Hein. Alors je me suis renseigné quand même pour actualiser cette conférence qui avait déjà été prononcée sous d'autres formes, dans d'autres lieux. Je suis allé me renseigner sur Internet et j'ai appris en naviguant sur la toile que l'ordinateur le plus puissant du monde, qui s'appelle Frontier, il a atteint, c'est tout récent, vous voyez que le conférencier ne recule devant aucun sacrifice, hein, j'actualise tout. Hein, bon. L'hexaflops, 1 milliard, 2 milliards d'opérations par seconde, a été atteint en mai dernier pendant quelques secondes. Hein. On a une machine qui s'appelle Frontier qui a atteint 1,1 hexaflops. Voilà. Mais dans les 2-3 ans qui viennent, on y sera. Et enfin, j'en arrive à ma dernière lettre, NPIC, C comme science cognitive. On va assister, et vous avez tous entendu parler d'Elon Musk, évidemment, ce bienfaiteur de l'humanité, des lacets neuronaux. On va coupler le cerveau avec la machine dans les années qui viennent. Elon Musk a déjà vulgarisé et commercialisé c'est déjà commercialisé, ce qu'il appelle les lacets neuronaux, c'est-à-dire une sorte de connexion de notre cerveau avec un ordinateur, et donc les transhumains ou les post-humains qui seront ainsi connectés avec une machine capable de milliards d'opérations par seconde, et bien évidemment qui disposeront de capacités de calcul vis-à-vis duquel on est un peu ridicule les uns et les autres. Un dernier mot sur cette partie de ma conférence. Les transhumanistes qui défendent tous ces projets sont extrêmement puissants. Ils pratiquent, un peu comme les trotskistes qui étaient les ennemis de ma jeunesse, nul n'est parfait, ils pratiquent l'entrisme. Ils sont partout. Ils sont à la NASA, ils sont chez Google, ils sont partout dans les grandes... Ils sont chez Google en particulier. Et là, vous avez un nom que vous devez connaître, que vous devez retenir, qui est Ray Kurzweil. Kurzweil, K-E-R-Z-W-E-I-L, qu'on appelle parfois le pape du transhumanisme. Ray Kurzweil, c'est quelqu'un à qui Google a demandé en 2009 de créer la Singularity University, l'université de la singularité. Vous savez, je pense qu'on appelle la singularité, c'est le moment où la machine dépassera l'humain. C'est ce moment de bascule où les ordinateurs seront plus contrôlables par nous. Eh bien, Kurzweil a dirigé, maintenant il a passé la main, cette Singularity University. Et il faut savoir que des hommes immensément riches comme Will Gates, comme Warren Buffett et d'autres ont déshérité leurs enfants pour laisser toute leur fortune à des institutions comme la Singularity University, etc., etc. Donc ils sont très puissants, il ne faut pas négliger la puissance des transhumanistes. Donc j'en ai terminé avec le futur probable et quasi certain. J'en arrive au futur possible, hypothétique, envisagé. À quoi allons-nous assister dans les décennies, je dirais, qui viennent? D'abord, à des techniques de réparation génétique. On aura, je le disais tout à l'heure, j'y reviens très vite, d'innombrables nanorobots qui parcourront notre corps, qui vont communiquer, qui vont réparer nos molécules, nos gènes défectueux. On aura recours aux cellules souches, j'en parlais également. On va passer d'une logique de réparation, qui est déjà évidemment une belle médecine, à une logique de régénération. On ne va pas de réparer, on va régénérer, on va recréer des organes à la place des organes déficients. Cette médecine régénératrice, elle est réaliste aujourd'hui.
Elle aura des conséquences, et là je vais insister sur ce point qui est évidemment essentiel, elle aura inévitablement des conséquences sur la reproduction. C'est inévitable. Il est infiniment probable, et là encore je suis prudent, probable, que nous assistions à la fin de la procréation naturelle. Concevoir son enfant par fécondation in vitro deviendra peut-être la règle. Peut-être que dans 100 ans, on considérera comme fatigués de la tête, ou un peu déficients mentalement, ceux qui auront encore recours à la reproduction à l'ancienne, que je ne décrirai pas pour ne pas choquer les âmes sensibles. On a parlé tout à l'heure de dégradation du génome. Qu'est-ce qu'on fait contre cette dégradation? Parce qu'elle est là, cette dégradation, bien entendu, elle est inévitable. Bien. Alors il y a 4 solutions. Vous allez voir qu'elles ne sont pas sur le même plan, évidemment. La première solution, il faut espérer qu'on l'écarte définitivement, c'est un recours de type nazi à la sélection des meilleurs. On va faire le tri, on va éliminer tous ceux qui ne sont pas comme il faut. Mais ceci dit, rien ne garantit que c'est derrière nous pour toujours. Rien ne le garantit, dans certains pays en particulier. La deuxième solution, c'est le recours à ce qu'on appelle un génome mythique. Vous connaissez Théos mythique, l'application à laquelle vous avez recours régulièrement pour trouver des partenaires. Eh bien, le génome mythique, ça sera une application par laquelle passeront les couples qui ont envie de procréer. Ils passeront un test génétique avant la conception pour dépister les maladies que la progéniture du couple risque d'avoir, les maladies qu'on appelle hétérozygotes récessives, en fonction du patrimoine génétique des 2 membres du couple. Donc, il est probable qu'on aura ce génome mythique. Pas question de procréer avant qu'on ait. Troisième solution, assez proche de la première en fait, la mise en place d'un système de caste, un peu à l'ancienne, un peu comme le système de l'Inde. On recréera une sélection sociale, des castes génétiques, où la qualité génétique sera jalousement conservée, des isolats. Et puis la quatrième, qui est quand même la plus acceptable moralement, il faut bien le dire, c'est l'ingénierie génétique, c'est-à-dire développer toutes ces technologies qui permettront d'améliorer le génome et de lutter contre la dégradation de ce génome. Et donc à terme, risque d'apparaître ce qu'on appelle une transhumanité ou une post-humanité. Je cite Jean-Michel Beignet, je vous ai dit que c'est un bon spécialiste. « Si l'on peut souhaiter refaire l'homme, écrit-il, c'est que rien ne s'oppose à son remodelage. C'est que sa malléabilité est première, que son absence d'essence l'ouvre à tous les possibles. » Donc l'homme, c'est quelque chose de très malléable, pour les raisons biologiques que nous avons indiquées préalablement. Et donc on pourrait assister à la naissance au fond d'une double humanité, les nouveaux humains augmentés, améliorés par toutes ces techniques, et puis les anciens humains, les simples humains, comme vous et moi, enfin surtout vous, qui n'auront pas bénéficié de toutes ces technologies. Double humanité. Problème, la cohabitation entre ces deux humanités. Il y a eu à un moment donné sur notre planète, je ne dis pas vous vous en souvenez, mais vous en avez entendu parler, il y a eu 2 humanités sur notre planète, les sapiens et les néandertaliens. Ça s'est mal terminé pour les néandertaliens. On ne sait pas trop pourquoi encore, mais apparemment ils ont été exterminés par les sapiens. Bon, tant mieux pour nous. Mais bon, ils étaient pourtant, c'était pas des singes, les néandertaliens. C'était artistes, ils ont laissé des choses extraordinaires. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand on aura cette double humanité? Il pourrait y avoir des isolats physiques, c'est-à-dire des gens qui refusent de se mélanger, on revient sur l'élément de tout à l'heure, ou peut-être même qui ne pourront plus se mélanger, ils ne seront plus interféconds, ils ne pourront plus se reproduire les uns avec les autres, même s'ils en avaient envie, ça ne sera plus possible. Bon. Autre isolat, séparer les post-humains des autres groupes. Les post-humains vivront à part. Et on a cette idée déjà de séparation qui apparaît au niveau, par exemple, économique. Vous savez qu'il y a des quartiers entiers des États-Unis qui sont réservés aux riches, des isolats de ce type, c'est très présent.
séparation marquée entre les humains augmentés et les autres. Mais pourquoi double humanité? C'est être un peu modeste que dire ça. Pourquoi double seulement? Peut-être il va exister une multiplicité infinie de types d'humains. Un peu comme certains wokistes pensent qu'il n'y a pas de sexe, mais une infinité de sexes. Donc une multiplicité infinie. Je vous cite ces lignes d'un biologiste scandinave qui s'appelle Engelhardt, qui il y a un quart de siècle, il y a 25 ans, écrivait, je le cite, « À long terme, il n'y a pas de raison de penser qu'une seule espèce sortira de la nôtre. » Pas de raison de penser ça. Il pourrait y avoir autant d'espèces qu'il y aura d'opportunités invitant à remodeler la nature humaine. Un peu froid dans le dos, tout ça. Alors j'en arrive à ma dernière partie qui est destinée à lancer, j'espère que je ne suis pas trop long, non ça va? Vous me supportez encore? Bon. Très bien. Les arguments favorables et défavorables à l'essor de ces biotechnologies, de ces NBIC. Je commencerai par les arguments hostiles, vous verrez pourquoi le moment venu. J'en vois 7, et il y en a peut-être plus, j'en vois 7. Premier argument contre cette évolution, les conséquences économiques et démographiques. On est déjà bientôt 8 milliards à la surface de la Terre, si on vit tous 150 ou 200 ans, si on ne meurt plus, on va être combien? Bon, il va y avoir un vrai problème à ce niveau-là. Et puis problème économique au niveau du système de santé. On sait qu'on n'arrive déjà pas à soigner les malades, si demain il faut soigner en plus les bien portants, vous imaginez la Sécu, dans quel état elle va se retrouver? Alors c'est ça la médecine de demain, c'est la médecine qui soigne les bien portants, qui leur évite de tomber là. Alors il y aura peut-être, c'est compliqué les calculs économiques, peut-être qu'on va gagner d'un côté ce qu'on perd de l'autre, mais enfin c'est quand même très problématique. Bien. Donc difficultés démographiques et économiques. Deuxièmement, difficultés politiques. On retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure, séparation, dualité. Nous allons peut-être vivre la plus grande inégalité. Imaginez que demain, on arrive, là oui, on est dans la science-fiction, mais ce n'est pas négatif de faire un peu de science-fiction. Imaginons qu'on arrive à éradiquer la mort, ou à nous faire vivre des centaines et des centaines d'années. Vous imaginez l'inégalité qu'il y aura au sein de l'humanité entre les anciens humains qui vont mourir éventuellement comme Jeanne Calment à 115 ou 120 ans, et ceux qui vont vivre 800 ans. Ça sera monstrueux comme inégalité. Un professeur de droit de l'université de Boston, un spécialiste du droit de la santé, il y a 20 ans presque, en 2004, 18 ans, avait prédit ce qu'il appelait un génocide génétique, carrément, un génocide génétique, en disant ces deux humanités ne pourront pas cohabiter, les hommes augmentés vont détruire les autres. Donc deuxième difficulté politique, inégalité entre les anciens humains et les nouveaux humains. Troisièmement, les nanotechnologies. Nous ignorons presque tout des conséquences des nanotechnologies. Intervenir comme ça à cette échelle, sans savoir vraiment ce qui se passe, parce que le drame de nos technologies aujourd'hui, c'est que on applique avant même d'avoir de la théorie, si vous voulez. Donc on intervient sans savoir vraiment ce que ça va donner. Je cite Jean-Michel Beignet. « Nous ne savons pas ce qui pourrait résulter d'une intervention sur la matière à l'échelle du nanomètre qui va modifier la configuration des molécules. » Donc beaucoup s'inquiètent. Moi j'ai des amis à l'Académie du Var dont je fais partie, scientifique, et une amie qui a fait une belle conférence sur la nanotechnologie qui dit qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. On ne sait pas, on met en œuvre des processus, on ne sait pas ce que ça va donner comme résultat. Donc les nanotechnologies, attention. Ensuite, problème de délinquance et de bioterrorisme. Bon, on est tous admirateurs de la police scientifique dans les séries que vous regardez comme moi, parce que nul n'est parfait. Les preuves ADN, c'est merveilleux, mais il faut savoir que demain matin, et c'est peut-être déjà le cas, il va y avoir sur les scènes de crime des fausses preuves ADN. Ça sera facile à mettre en place, des fausses preuves ADN. Que va faire la police? Et ensuite, le bioterrorisme. Vous savez que le bioterrorisme, au fond, ça existe déjà, puisque vous savez qu'on est capable d'intervenir à distance, par exemple, sur un pacemaker. Les Russes, ils sont très forts là-dessus, ils sont même un peu sur les autres, les amis à Poutine. Bon. Et donc, imaginez demain, on a le corps plein de nanorobots. Imaginez que des bioterroristes arrivent à s'emparer de ces nanorobots, à devenir les maîtres de ces nanorobots. Vous imaginez les dégâts, la catastrophe? C'est assez terrifiant tout ça, hein, comme il y a aujourd'hui du terrorisme informatique, etc., etc. Ensuite, l'intelligence artificielle, évidemment.
Est-ce que l'intelligence artificielle n'est pas une menace de mort, au fond, pour notre espèce? De quoi seront capables nos futures machines? Aujourd'hui, dit Jean-Michel Beignet, nos ordinateurs ont l'intelligence d'une souris. Quand elles auront l'intelligence 100 fois supérieure ou 1000 fois supérieure, que vont-elles faire? Donc c'est ce qu'on appelle la singularité. Comment ces créatures artificielles vont-elles nous tolérer? Donc il n'y a pas seulement le problème de la cohabitation entre plusieurs humanités, il y a le problème de la cohabitation entre l'intelligence artificielle et les humains. Nous aurons tout à craindre, disent certains, d'une intelligence artificielle des millions de fois supérieure à la nôtre. Je cite Jean-Michel Beignet, qui n'est pourtant pas quelqu'un qui dramatise, voilà ce qu'il écrit. C'est bel et bien de cela qu'il s'agit. C'est Ray Kurzweil qui se montre sur ce plan le plus démonstratif, le plus audacieux aussi. Il prend date, donc la date elle est proche. En 2030, l'intelligence artificielle sera réalisée, le biologique aura perdu la partie. On nous a annoncé ça pour 2045. C'était tranquille. Moi j'étais tranquille, je suis sans doute mort en 2000. Mais non, 2030. Oh là là. Bon, l'intelligence humaine aura perdu la partie. Et Jean-Michel Beignet fait une remarque que j'ai trouvée pleine d'humour, mais en même temps profonde. Un jour, les robots pourront nous duper en nous faisant croire qu'ils sont humains. C'est très fort, ça. Vous avez tous entendu parler du test de Turing. Turing, c'est ce grand informaticien qui avait imaginé un test en disant « Bon, mais comment je fais? Je suis dans une pièce, de l'autre côté, il y a une machine. Bon, je vais dialoguer avec elle. Comment je sais si c'est un humain ou une machine qui est de l'autre côté de la cloison ?» Donc, il avait inventé un test, on appelle ça le test de Turing. Bon. Et là, c'est un peu l'inverse du test de Turing. Je fais passer le test, mais c'est la machine qui me fait croire qu'elle est humaine, et voilà, la machine a gagné le test. Donc, il est quand même un peu inquiétant de constater que des hommes qui sont quand même assez au courant de ce qui se passe, je pense en particulier à Bill Gates, qui est quand même un individu respectable, en tout cas, qui a démontré ses capacités intellectuelles. Bill Gates écrit « Je suis dans le camp de ceux qui s'inquiètent du développement d'une super-intelligence ». Il écrit aussi « Les machines réaliseront d'abord pour nous des tâches sans être très intelligentes. Cela devrait s'avérer positif si nous les gérons bien, mais quelques décennies plus tard, leur intelligence sera suffisamment développée pour devenir un sujet d'inquiétude. Je rejoins Elon Musk et quelques autres et ne comprends pas pourquoi certaines personnes ne semblent pas s'en inquiéter. Je m'inquiète de ce qu'on ne s'inquiète pas. » Dans une conférence sur l'intelligence artificielle, j'ai développé une partie de la conférence que j'ai appelée « Les pompiers pyromanes ». C'est quand même un peu troublant que ces individus qui gagnent leur vie avec les ordinateurs nous disent « Attention, c'est très dangereux, alors arrêtez d'en produire. » Il y a un vrai problème à ce niveau-là. Sixième élément négatif, on risque, et celui-là est très important, d'assister à un recul de la biodiversité. Si la transhumanité consiste à éliminer quantité de particularités physiques, mentales qu'on considère comme négatives, elle va provoquer une baisse de la biodiversité. J'avais développé ce thème dans un article que j'ai repris dans un livre qui est là, sur la table, au fond, si certains d'entre vous sont intéressés. J'ai écrit un texte qui s'appelle « Éléments nietzschéens », puisqu'on me demandait de parler un peu de Nietzsche, « Éléments nietzschéens pour une critique des biotechnologies ». Que penserait Nietzsche? Revenez parmi nous, mais ma réponse, elle est dans l'article. Il serait très hostile, pour 1000 raisons. Bien. Catherine Bachelard-Jobard, qui est une bonne philosophe, je ne sais pas si elle doit avoir une parenté avec Gaston Bachelard, mais je n'ai jamais pu repérer laquelle. Elle a écrit un beau livre il y a quelques années qui s'appelle « L'eugénisme, la science et le droit ». Et voilà ce qu'elle écrit. « Il reste à savoir si les parents peuvent encore choisir de mettre au monde un enfant différent. Est-ce qu'ils peuvent encore? Et si l'on ne se dirige pas vers un monde d'enfants parfaits? Les barrières posées par le législateur sont-elles suffisantes à cette question? Seul l'avenir répondra. » Septième élément négatif, dont j'avais 17, j'en ai 8. Ah non, j'en ai 9, oulala. C'est l'abondance. Septième élément négatif, désordre philosophique et religieux. Tous les psychologues et les philosophes ont montré que quand tout est possible, l'homme devient fou. L'homme a besoin de limites. Quand tout devient possible, on devient fou. Donc notre marche vers la post-humanité, elle va
bouleverser nos repères moraux, religieux. Bon, ça va devenir un petit peu inquiétant. Alors il y aura des adversaires, évidemment, des biotechnologies. Il y aura trois catégories d'opposants. Il y aura les religions, la plupart des religions. Il y aura les humanistes au sens large du terme, et il y aura ceux qu'on appelle les bioconservateurs qui veulent qu'on continue comme ça a toujours existé depuis l'apparition de la vie sur la planète. 8e élément négatif, un peu plus technique mais intéressant, vous allez voir, c'est le risque de la fin de ce qu'on appelle l'externalisation. Alors là, je décortique un concept que vous ne connaissez peut-être pas. L'externalisation, en allemand Organprojection, c'est un concept qui a été bâti par un Allemand qui s'appelle Ernst Kapp, K-A-P, c'est très vieux, c'est en 1877. Qu'est-ce que c'est cette idée? Elle est simple en réalité. Ce philosophe disait l'intelligence de l'homme, au fond, c'est d'avoir produit des prolongements de son corps sans avoir été dans l'obligation de modifier son corps lui-même. Au lieu de taper du poing, je construis un marteau, mais je ne change pas mon corps. Mon corps reste ce qu'il est. Bon. Au lieu d'améliorer mon œil, je construis des jumelles, une longue vue ou un télescope. Voilà. C'est ça l'externalisation. C'est-à-dire qu'on améliore nos capacités par des appendices de notre corps, mais du même coup, notre corps n'est pas transformé, et du même coup, notre corps reste ouvert pour de nouvelles possibilités, etc. Il reste ouvert à l'avenir. Qu'est-ce qui risque de se passer? C'est la fin de cette externalisation. C'est-à-dire que je vais transformer mon corps même. Debré, le médecin, pas le politique, disait dans un livre qui s'appelle La Grande Transgression, si ma mémoire est bonne, on va peut-être nous équiper dans l'avenir du gène de la chouette pour mieux voir la nuit, ou du gène de tel animal, etc. C'est-à-dire qu'on va transformer le corps, et c'est le corps lui-même qui va être transformé, mécanisé, robotisé. Donc c'est cette externalisation qui a été notre force. Les insectes, par exemple, ne produisent pas l'externalisation. C'est pour ça qu'on arrive parfois à gagner la bataille contre eux, quand ils sont dangereux, évidemment, et destructeurs. Ils se transforment eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils s'adaptent aux insecticides, parce qu'ils transforment leur propre corps. Ils ne fabriquent pas des machines pour détruire les insecticides, ils se transforment eux-mêmes pour être à l'abri des insectes. Mais si on va dans la direction des biotechnologies, ça ne sera plus le cas. Et enfin, le dernier élément, là, je reviens à la fois à Jean-Michel Besnier et un philosophe que j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est Günther Anders. C'est le premier mari de la grande Hannah Arendt. Est-ce que nous ne sommes pas dans une sorte de fatigue nihiliste, pour employer l'expression de Nietzsche? Anders a écrit un livre merveilleux que j'ai découvert tardivement dans ma vie, et j'en suis désolé, c'est mon regretté ami Jean-François Mattei, le philosophe, comme je dis parfois, le vrai Jean-François Mattei, pas le directeur d'Accra, mon ami philosophe. C'est lui qui m'a fait découvrir ce livre il y a quelques années, à peine, avant de disparaître. L'obsolescence de l'homme. C'est un chef-d'œuvre, je vous recommande l'obsolescence de l'homme. 1958, c'est très vieux, c'est un livre absolument génial. Et dans ce livre, Anders crée un concept qu'il appelle la honte prométhéenne. Il dit aujourd'hui, il y a une sorte de honte qui s'empare de l'homme devant la perfection des outils, des machines qu'il construit. Il se sent déficient, il a honte de lui-même. J'ai construit des machines beaucoup plus fortes que moi, donc il faudrait que je laisse la place finalement à ces machines. C'est ça la honte prométhéenne. Et Jean-Michel Besnier dit, il y a dans ces utopies post-humanistes une fatigue d'être soi. Ou encore, il dit, c'est le temps de déclarer forfait. Bon, on n'est pas bon, laissons la place à meilleurs que nous. Les ordinateurs sont meilleurs que nous. Allez, j'abandonne la partie et je laisse la suite au robot. Voilà pour les 9 arguments que je considère défavorables. Et j'en viens aux arguments favorables, j'accélère un peu. D'abord, je pourrais aller assez vite parce que finalement c'est plus simple à comprendre. Argument favorable, premier argument, cette révolution, elle est dans la logique de notre histoire. Depuis que l'humain est sur cette planète, il cherche à modifier la nature, il cherche à améliorer les choses, à être dans un progressisme. Donc la marche vers la maîtrise du monde, vers la maîtrise de soi, c'est une maîtrise que nous avons entreprise depuis toujours. Ensuite, l'histoire a montré, deuxième élément, que les interdits ne résistent pas longtemps face aux évolutions de la science. Au départ, il y a des peurs, des craintes, et puis finalement, les choses continuent. Et puis, la révolution NBIC, elle est dans la logique de la modernité. La modernité, c'est quoi? C'est l'invitation à se débarrasser de la nature. Au fond, c'est Hegel, au
19e siècle. L'esprit doit, avec un grand E, doit remplacer la nature. Et donc on est dans cette logique-là. Et en fait, nous sommes largement engagés dans cette voie. C'est ça qui, évidemment, dont il faut prendre conscience. Nous avons pris, je prends un seul exemple, nous avons pris depuis longtemps le chemin des diagnostics pré-implantatoires. Depuis longtemps. L'eugénisme est déjà appliqué. Sur 100 femmes à qui on dit qu'elles vont engendrer un enfant trisomique, en France, en Allemagne et dans les grands pays développés, sur 100 femmes à qui on dit vous allez mettre au fond un enfant trisomique, il y en a combien qui vont au bout de leur grossesse? 2 ou 3. 2 ou 3. Ça veut dire qu'il y en a 97 à 98% qui décident d'un avortement thérapeutique. Il ne faut pas leur jeter la pierre, c'est terrible. Un collègue prof de lettres du Monde qui était admirable avec son enfant trisomique. C'est un sacrifice de toute une vie. Bon. Donc il ne s'agit pas de jugement de valeur, c'est un fait. Hein. Il y a déjà 97% des femmes qui refusent de mettre au monde un enfant trisomique. Est-ce que demain, ça ne sera pas le cas pour un enfant atteint de mucoviscidose ou que sais-je? Et puis j'ironise un peu, pourquoi pas un enfant rouquin? Il n'y a pas trop aussi, Marie-France, elle est... Bon, voilà, pourquoi pas un enfant rouquin, etc. Bien. Exemple, en Israël, il y avait une maladie génétique qui était spécifique à la population israélienne, qui est la maladie de Tay-Sachs, une maladie génétique assez terrible, aussi grave que la mucoviscidose, etc. Elle a été éradiquée complètement. On a imposé aux Israéliens, aux couples israéliens, de faire des analyses, et avec l'accord des rabbins. Hein, et donc cette maladie, elle a disparu. Il n'y a plus de maladie de Tay-Sachs en Israël. Donc on est dans la logique d'un développement. Bon. Alors bien sûr, le problème des diagnostics d'avant la naissance, c'est que jusqu'à une époque récente, il fallait pratiquer un acte un peu dangereux qui est l'amniosynthèse. Hein. Donc c'est dangereux l'amniosynthèse, hein. C'est d'aller chercher, faire une fonction dans le placenta, etc. Bon. Il faut savoir que depuis 2010, donc ça fait déjà 12 ans, il y a une équipe sino-américaine à Hong Kong qui a trouvé le moyen de séquencer l'ADN du fœtus en analysant le sang de la mère. Hein. Dans le sang de la mère, on a des éléments qui permettent de reconstituer. Alors la technique, elle est encore un peu balbutiante, elle est encore un peu contestée, mais elle va être au point d'ici quelques années. Donc le diagnostic prénatal ou préimplantatoire, il va se multiplier, et puis les coûts baissent, je l'ai dit tout à l'heure, considérablement. Donc les parents vont très certainement, comme les mères refusent de mettre au monde à 97% un enfant trisomique, elles refuseront demain de mettre au monde un enfant atteint de mucoviscidose, de myopathie, etc., etc. Bon, on est en plein téléthon, c'est l'occasion, je demande, d'évoquer cette question. Alors il y aura une logique en 3 temps, il y aura des prothèses qui vont se développer, il y aura des formes de vie artificielles, Craig Venter, et une technologie qui va devenir omnipotente. Mais philosophiquement, vous voyez, je n'ai pas fait beaucoup de philosophie, j'en fais un peu avant qu'on entame notre débat. Au fond, plus nous connaissons la vie, plus nous sommes tentés de la désacraliser. Bon. Pourquoi de la désacraliser? Parce que contrairement à des visions métaphysiques ou religieuses, on s'aperçoit, comme je l'ai dit déjà dans la première partie de ma conférence, que la vie, elle a bricolé. Bon. L'horloger est aveugle, hein, c'est ce que dit Richard Dawkins, qui est un excellent biologiste. L'horloger est aveugle. Donc il n'y a pas de raison de sacraliser une forme de vie qui est le résultat du hasard, de mutations qui auraient pu se produire ou ne pas se produire, etc. L'horloger est aveugle, j'aime bien cette formule de Dawkins. Et dans ces mutations, on a vu tout à l'heure le rôle des virus, le rôle des transposons. Les transposons, on les appelle des kleptomanes. Hein, ils vont aller voler des gènes et puis ils vont les mettre ailleurs, etc. etc. Une partie des 500 000 transposons que l'ADN contient, dans chaque cellule, nous avons 500 000 transposons. Hein. Vous voyez l'échelle, c'est pour ça qu'il faut de l'intelligence artificielle. 500 000 dans chaque cellule. Donc 500 000 transposons dans chacune de nos cellules qui peuvent modifier notre ADN, nos génomes, etc. Et donc nous sommes condamnés à lutter contre la dégradation du génome, la fin de la sélection darwinienne. Donc on est face à un dilemme cornélien. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette évolution un peu terrifiante, à cette dégradation? Il faut bien entendu essayer de faire quelque chose. Et quatrième élément, ces révolutions, elles vont il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Elles vont être soutenues par une demande sociale.
il y aura une demande sociale grandissante. Je vous rappelle un élément que j'aime bien citer. Les plus âgés d'entre vous se souviennent de la naissance d'Amandine. Hein? Vous vous souvenez d'Amandine? Premier bébé éprouvette. 1982. 1982. On fait des sondages. On annonce à tous les Français que nos médecins viennent de mettre au point un premier bébé éprouvette. Il y a 80% de Français qui sont hostiles et inquiets par le bébé éprouvette. Aujourd'hui, vous interdisez le bébé éprouvette, vous avez 1 million de personnes qui défilent dans les rues. Hein. Bon, il n'est plus question d'interdire à un couple stérile de ne pas avoir à faire un bébé éprouvette. Bon, ben, il se passera la même chose sans doute sur tous les autres plans. Les mentalités évoluent vite. Si demain on vous promet un enfant parfait qui sera atteint d'aucune faiblesse génétique, tout le monde va sauter dessus. Quel individu, se demande Laurent Alexandre, de 2080 voudra demeurer un humain obsolète, malade, quand ses voisins seront géniaux et immortels? Qui est-ce qui va faire ce choix? Bon. Et la mort elle-même risque d'être considérée demain comme injuste, absurde, si on peut ne pas mourir. Donc il y a deux facteurs qui vont se conjuguer pour accélérer cette demande. Il y aura l'émotion et il y aura l'égalitarisme. Bon. L'égalitarisme parce qu'on est, ce serait évidemment une autre conférence, on est submergé par un certain égalitarisme, et puis l'émotion, bon, on est en plein téléthon. Bon, le téléthon c'est sans doute merveilleux, moi j'ai eu une étudiante atteinte de myopathie qui était admirable, un amour fou pour cette étudiante, bon, c'est bien de vouloir soigner mais quand vous donnez votre fric au téléthon, bon, bien sûr vous donnez votre argent pour qu'on arrive à améliorer la vie des malheureux myopathes, mais vous donnez aussi votre argent pour qu'on fasse des investigations, vous donnez de l'argent pour les NPIC, hein, bon, que vous le vouliez ou non. Hein, bon. Donc on nous apitoie, et on a raison de le faire, sur la vie terrible d'un individu atteint de myopathie, mais en même temps, derrière cette émotion, on vous manipule quand même. Moi, j'ai pas peur de le dire, parce que je disais tout à l'heure à notre ami, à mon âge, je risque plus rien, j'ai pas peur d'être politiquement incorrect, je pense qu'on nous manipule quand même à ce niveau. Bien. Et puis, le facteur économique. Pendant que nous sommes pleins de réticences, parce que nous avons une morale, un humanisme, eh bien, est-ce que les Chinois, est-ce que les Singapouriens, est-ce que les Saoudiens, qui n'ont pas lu Kant, qui ne sont pas passés par la philosophie des Lumières, est-ce qu'ils vont avoir les mêmes réticences que nous? Ben, probablement pas. Donc, est-ce qu'on ne va pas voir apparaître ce qu'on pourrait appeler des génoparadis, hein? Il y aura les pays développés, enfin entre guillemets développés, qui refuseront d'aller trop loin, et puis vous aurez des pays qui vont foncer. Bon, il faut déjà savoir quand même que la Chine, elle est numéro 1 mondial en termes de publications scientifiques. Hein? Depuis 2008, hein? C'est il y a 14 ans, hein? Devant les États-Unis. Bon. Et on peut donner le triste exemple, mais enfin on en parlait avec Kevin ce matin, on n'est plus à un triste exemple près de la France, hein, qui était en tête de la course. Les Français ont créé le Généton en 91. On était numéro 1 mondial. On est nul. Hein, c'est terminé. On est nul. Hein. Et puis, dernier argument, j'arrive au bout, je vous rassure tout de suite. Je sens peser une certaine fatigue. Moi, ça va. Hein. Dernier argument, la pauvreté de la contre-argumentation. Je m'explique. Il semble qu'il y a même une certaine pauvreté intellectuelle chez ceux qui développent un discours hostile. Je ne dis pas qu'ils ont raison, je n'ai pas pris vraiment position, même si peut-être vous subodorez ma position, mais peut-être vous vous trompez. Je cite Marc Augé. Marc Augé était un excellent anthropologue qui écrivait, il y a presque 25 ans, en 99, la grande difficulté que contient pour nous la révolution sur le clonage, la question c'était le clonage à l'époque, c'est que d'emblée, nous sommes opposés à toute autorisation, non, le clonage, non, sans savoir exactement pour quelle raison. On se déclare opposé, mais quand on dit pourquoi vous êtes opposé, ah ben, c'est pas bon. Et que nous sommes dans l'embarras lorsque nous tentons de dire quels arguments justifient l'interdiction. Nous savons très mal, par exemple, définir la conscience, la sensibilité. Les philosophes ne sont pas d'accord là-dessus. Alors, au nom de quoi est-ce que nous privons nos machines, nos futures machines, d'intelligence, de sensibilité, d'émotion, de créativité, alors qu'on ne sait même pas ce que c'est l'émotion et la créativité? Alors je conclus, il est grand temps, l'humanité va devoir faire face au cours de ce siècle
à des décisions qui l'engageront, et c'est ça qui est nouveau et qui est un peu inquiétant, de façon irréversible. Il y a des bons philosophes en France en ce moment qui réfléchissent sur ce problème de l'irréversibilité. Jusqu'à une certaine époque, on faisait des choix, on pouvait revenir en arrière. Là, effectivement, s'il y a des modifications, c'est irréversible. Les manipulations biologiques, l'intelligence artificielle, si on arrive à fabriquer une machine plus intelligente que nous, il n'y aura pas de marche arrière. Alors, ces décisions, donc, elles vont nous engager pour un long avenir. Est-ce que nous sommes aptes à prendre de telles décisions? Et en particulier, est-ce que notre système politique est capable de prendre des décisions à long terme, sachant que nos politiques sont incapables de réfléchir au-delà de la prochaine élection? Et ce n'est pas leur faute, c'est notre système démocratique qui est comme ça. Bon. Donc, on n'a plus que jamais besoin de décisions à long terme, on a un système politique qui interdit, qui empêche ces décisions à long terme, c'est quand même très problématique. Alors bien sûr, je finirai très malheureux cette conférence si je ne citais pas mon ami Nietzsche, bien entendu, hein, je le fais toujours. Je cite Nietzsche et je lui laisse la parole parce que j'ai un infini respect pour cet homme et qui conclura beaucoup mieux que moi. Voilà ce que Nietzsche écrit dans Aurore, au paragraphe 108. Vous pouvez vous y reporter. C'est seulement si l'humanité avait un but universellement reconnu que l'on pourrait proposer « il faut agir comme ceci » ou « il faut agir comme cela ». Pour l'instant, il n'existe aucun but de ce genre. C'est seulement si nous avions un but universel qu'on pourrait dire « il faut ». On n'a pas de but de ce genre. Point de suspension. Merci. Merci, je comprends pourquoi vous avez laissé une si belle empreinte Moi, c'est sur gentil. tous les jeunes Mais c'est un peu, je suis obligé de dire que c'est un peu vrai. que vous avez côtoyés.